Salut tout le monde, regardons ensemble le problème la tête en bas. Dans ce problème-là, ce qu'on a, c'est un chariot qui est initialement en haut d'une piste à une hauteur de 0,8 mètres, 80 centimètres. On a la masse du chariot. On dit qu'on va lâcher le chariot. Quand on dit qu'on va le lâcher, ça veut dire qu'il va avoir une vitesse initiale nulle. Donc le chariot va glisser, il va descendre la pente, il va avoir une certaine vitesse quand il va arriver en bas. Puis ensuite, il va parcourir un mouvement sur une piste, une section de piste qui est circulaire. Ce qu'on cherche à savoir, ça va être le module de sa vitesse à ces trois endroits-là. Fait que le VA, le VB et le VC. Et on va s'intéresser à savoir c'est quoi la force normale qui agit sur notre chariot à chacun de ces trois endroits-là. Alors, la stratégie que je vais adopter pour faire ça, je vais commencer par utiliser l'équation de la conservation de l'énergie, parce que j'ai une certaine énergie potentielle au début qui va graduellement se transformer en énergie cinétique. Dépendamment où est-ce que je me situe, au point A, B ou C, ben, l'énergie cinétique va être différente. Fait que je vais utiliser cette équation-là pour calculer les modules de mes vitesses aux trois endroits, puis ensuite je vais regarder ce qui se passe avec la force normale. Fait que l'équation que je vais toujours utiliser dans cette section, c'est celle-ci. Alors, la somme du travail non conservateur est égale à l'énergie finale moins l'énergie initiale, ou la variation d'énergie. Dans ce problème-là, on dit que le chariot va rouler sans glisser. Alors, il n'y a pas de force de frottement dans le problème. Il n'y a pas de tension dans une corde. En fait, si je regarde les seules deux forces qui vont être appliquées sur mon chariot, là, je suis en train de me demander, est-ce qu'il y aurait potentiellement des forces qui appliqueraient un travail non conservateur pendant le mouvement du chariot? Quelles sont les forces qui agissent sur le chariot? Il y en a seulement deux dans ce problème-là. Il y a la force gravitationnelle. La force gravitationnelle, elle fait jamais un travail non conservatif parce que la force gravitationnelle est inclue dans l'énergie potentielle gravitationnelle. Alors, je ne vais pas la compter. La seule autre force qui agit sur mon objet, c'est la force normale. La force normale est toujours perpendiculaire au mouvement de mon chariot. Alors, elle ne va pas faire de travail non conservateur non plus. Autrement dit, dans ce problème-ci, j'ai absolument aucun travail non conservatif, non conservateur dans cette question. Alors ça va être 0. Je vais pouvoir dire que l'énergie est conservée. L'énergie mécanique va rester pareille tout le long du problème. L'énergie initiale va être égale à l'énergie finale. Mon énergie initiale, je vais choisir que c'est ce moment-là, dans tout le problème qui correspond à mon moment initial. Fait que je vais calculer l'énergie à ce moment-là. Ça va rester la même partout dans le problème. Ça sera quoi mon énergie finale? Ben, je vais avoir, au lieu d'écrire juste énergie finale, je vais écrire l'énergie au point A, l'énergie au point B, l'énergie au point C, pour, en utilisant la conservation de l'énergie, calculer mon énergie cinétique à chacun de ces points-là, puis donc déterminer la vitesse à chacun de ces points-là. Alors commençons par déterminer l'énergie initiale. Mon point initial est ici. J'ai écrit la forme la plus générale possible de mon énergie mécanique initiale. Il y en a trois: énergie cinétique, énergie potentielle gravitationnelle, énergie associée à un ressort. Bon, premièrement, des ressorts dans le problème, il n'y en a pas, alors ça va être 0. Est-ce que mon chariot est attaché à un ressort comprimé ou étiré? Non, il n'y a pas de ressort dans ce problème-là. Énergie cinétique, l'énergie cinétique est associée à la vitesse d'un objet. Initialement, à ce moment-là, on dit qu'on lâche l'objet, alors il n'y a pas de vitesse initiale. L'énergie cinétique initiale, ça va être 0. Est-ce qu'il y a de l'énergie potentielle gravitationnelle? Ben ouais, on va choisir notre hauteur h égale 0 au sol. C'est un choix qui semble raisonnable dans ce problème-là. Alors mon énergie initiale va être 0 plus la formule pour l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est mg fois la hauteur initiale plus l'énergie du ressort, 0. Je peux remplacer mes chiffres et faire mon calcul. Et voilà, j'ai calculé mon énergie initiale, j'avais toutes les informations nécessaires, alors j'ai pu trouver mon énergie initiale en joules. Ça veut dire que mon énergie finale, à n'importe quel endroit dans le problème, va toujours être égale à 3,92 joules, parce qu'il n'y a pas de travail non conservatif dans ce problème. Alors ça, c'était mon étape 1, c'est fait. Maintenant, je vais utiliser la conservation de l'énergie pour dire que mon énergie
Au lieu de dire énergie finale, ça va être mélangeant parce que j'ai comme 3 points finaux qui m'intéressent. Je vais dire l'énergie au point A. Ça va être plus clair de quoi je suis en train de parler. Est égal à mon énergie initiale, 3,92 joules. Alors, c'est quoi les formes d'énergie que j'ai au point A? Fait mon énergie initiale est égale à l'énergie au point A qui est égale à tout ça. Encore une fois, il n'y a pas de ressort dans le problème. Énergie potentielle gravitationnelle, ici à ce point-là, je me trouve à l'endroit où est-ce que ma hauteur est égale à 0. Alors, puisque ma hauteur est égale à 0, mgh, ça va donner 0. Il n'y a pas d'énergie potentielle gravitationnelle. Il me reste que de l'énergie cinétique. J'écris ma formule, je mets mes chiffres, je calcule mon résultat. Et voilà, j'ai trouvé ma vitesse. Remarquez, j'ai pris la peine de mettre VA, parce que ça, c'est la vitesse à un endroit, la vitesse au point A. Puis vu que je sais que je veux calculer 3 vitesses différentes dans le problème, je ne vais pas écrire juste V, sinon ça va être mélangeant de quelle vitesse je suis en train de parler. Alors, la vitesse au point A, c'est de 3,96 mètres par seconde. Je suis prêt maintenant à calculer ma vitesse au point B et au point C. Je vais changer de couleur. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai comme énergie au point B? Bon, toujours pas de ressort. Cette fois, le point B, il y a une hauteur. On est rendu en train de parcourir un mouvement circulaire. On est rendu comme à une hauteur qui correspond au centre du cercle. Alors, cette hauteur-là va correspondre au rayon du cercle. Regardez, je pourrais tracer le rayon du cercle ici, dans le fond, là. Ça, c'est mon R. Le rayon du cercle est de 0,25 mètres. Ça veut dire qu'au point B, j'ai une hauteur de 0,25 mètres. Donc, j'ai de l'énergie potentielle gravitationnelle et j'ai aussi de l'énergie cinétique. Je vais aussi avoir une vitesse. Fait que je vais déterminer tout ça en faisant un calcul. Et voilà, j'ai réussi à trouver ma vitesse au point B. On a presque réussi à finir les vitesses. Il en reste juste une pour la vitesse au point C. Ma démarche va être presque identique à celle que j'ai faite pour le point B. Il me restera encore de l'énergie potentielle, sauf que cette fois-là, la hauteur au point C va correspondre au double du rayon, fait qu'à 2 fois R. Je vais me ramasser avec la même démarche, la même équation. Je vais isoler la vitesse avec une hauteur légèrement différente. Et voilà, j'ai réussi à trouver ma vitesse au point C. On a une bonne partie de la job de fait. Je vais juste prendre un moment pour me demander si ça a du sens, les trois réponses que j'ai trouvées. Quand je regarde, la première vitesse que j'ai trouvée, c'est la plus grande, 3,96 mètres par seconde. Euh, c'est la plus grande. Ah non, j'ai fait une légère erreur de calcul, ça devrait être 3,92, puis je me suis trompé avec le 3,96. Ok, 2 secondes, je recommence. Et voilà, désolé pour cette petite erreur. Fait que, avec les bons chiffres, ça donne des vitesses. La première vitesse 3,96, puis on voit que les vitesses qu'on obtient sont toujours de un petit peu plus petites, 3,28, 2,42. C'est logique parce que au point A, j'ai pas d'énergie potentielle, j'ai que de l'énergie cinétique, fait que je vais en avoir beaucoup, je vais aller à haute vitesse. Puis plus mon bolide remonte, ben moins sa vitesse va être grande parce qu'il regagne de l'énergie potentielle, alors il va perdre un peu d'énergie cinétique. Maintenant, il faut que je calcule la force normale que ressent le chariot à ces trois moments-là. Au moment A, au début,
Ça va être super simple parce que là, on est en train de rouler sur un segment de piste qui est droit. Alors là, c'est ultra simple. Mon objet n'a aucune accélération en Y, il est juste en train de se déplacer en X à vitesse constante. Il n'y a pas d'accélération du tout. Cet objet-là va ressentir deux forces, une force normale vers le haut et une force gravitationnelle, son poids. Je vais l'appeler poids de... juste le poids. Il ressent un poids vers le bas. La somme des forces en Y doit donner 0 parce qu'il n'y a pas d'accélération Y à ce moment-là. Alors, c'est pas trop compliqué, qu'est-ce que j'ai besoin de dire? J'ai juste à faire somme des forces en Y égale 0, la normale va être égale au poids au point A. Alors, ce que j'ai fait, somme des forces en Y égale 0, remarquez que j'ai pris la peine de noter que c'est la normale au point A parce que la normale va changer au point B et C. J'ai multiplié la masse par G, ça me donne 4,9. Pas plus compliqué que ça. Légèrement plus compliqué dans les deux autres parties du problème parce que cette fois, je peux pas dire que l'accélération va être nulle. Il faut que je dise que mon objet est en train de faire un mouvement circulaire. Alors, je vais devoir avoir besoin d'un axe centripète, calculer la somme des forces dans la direction centripète, m'assurer que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération centripète qui dépend de la vitesse au carré. Ça tombe bien, j'ai déjà utilisé la conservation d'énergie pour trouver la vitesse au point B puis au point C. Je vais être capable d'effectuer mon calcul. Alors, j'écris ma somme des forces et j'isole la valeur de la force normale au point B et au point C. C'est parti. Alors, le vecteur poids est toujours vers le bas. La normale est toujours perpendiculaire à la surface. Si je trace mon axe centripète, l'axe centripète pointe en direction du centre du cercle. Ça, c'est mon axe C, mon axe centripète. Je pourrais aussi avoir un axe Y si je voulais. J'en ai pas vraiment besoin dans ce problème-là. La seule force qui aura une composante dans la direction centripète, c'est la force normale. Le poids au point B est perpendiculaire à mon axe centripète, alors il y aura une composante centripète de 0. Je ne vais pas me préoccuper de l'axe des Y, je vais juste me préoccuper de l'axe centripète parce que ce qui m'intéresse, c'est la valeur de ma force normale. Puis ma force normale, elle suit l'axe centripète. J'ai trouvé ma normale au point B en faisant ma deuxième loi de Newton. Avec l'accélération centripète, la vitesse que j'avais déjà trouvée, ça me fait 21,36 newton. C'est la réponse que j'ai. Je vais faire la même chose au point C. La différence au point C, ça va être que je vais avoir encore la normale qui va être une force vers le bas, la normale au point C, mais le poids est une force qui est vers le bas. Alors les deux forces vont être dans la direction centripète. Mon axe centripète pointe vers le centre du cercle. Alors les deux forces vont avoir une composante, vont être pleinement dans la direction centripète. Il va falloir que je tienne compte du poids dans mon équation. Somme des forces centripètes est égale à la masse fois l'accélération centripète. Et voilà, j'ai terminé le problème. On a trouvé la normale au point C. Je sais que c'est weird, j'ai écrit CC. Il y a comme un C pour centripète puis un C pour au point C dans le problème. Fait que j'ai trouvé ma normale. Je remarque qu'elle est plus petite que la normale que j'avais trouvée au point B. Il y a deux raisons pour ça. Non seulement mon objet au point C se déplace plus lentement, fait qu'il y a moins besoin d'accélération centripète puisque sa vitesse est plus faible. Puis en plus de ça, le poids va venir contribuer, c'est une force centripète qui vient aider la normale. Alors la normale aura moins besoin de forcer pour maintenir l'accélération centripète, pour maintenir le mouvement de rotation. J'ai utilisé dans ce problème-là la conservation d'énergie pour trouver la vitesse à différents endroits. Puis pour les points B et C, j'ai utilisé
Somme des forces centripète égale masse fois accélération centripète. La deuxième loi de Newton pour un mouvement de rotation. Ça m'a permis de découvrir la valeur de la force normale aux points B et C. D'avoir écouté, j'espère que la solution était claire.